Salut Laurence! Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis super contente de te revoir aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. Oui. Ton histoire m'a été recommandée par mon cousin, qui est ton ami. Qui est un de mes bons amis. Un petit shout-out à Samy. En fond, j'ai expliqué mon podcast il y a peut-être 1 mois ou 2. Puis le concept de mon podcast, il était comme, il faut absolument que tu parles avec mon amie Laurence. Elle a vécu quelque chose de vraiment, vraiment gros, puis en tout cas, elle continue à le vivre encore aujourd'hui. Fait que il t'a demandé si tu serais d'accord de me rencontrer. Puis t'as dit oui. Fait que on a pris un café ensemble. Tu m'as raconté ton histoire. Puis j'ai vu le documentaire aussi auquel tu as participé, dont on va parler un petit peu tantôt. Ouais. C'est un documentaire qui a été réalisé par Léa Clermont-Dion. Oui, et Guylaine Marois. Et Guylaine Marois, ouais, oui. Et c'est un documentaire qui est intitulé « Je vous salue, salope ». Exact. Puis c'est un documentaire qui suit 4 femmes, dont toi, qui ont été victimes d'harcèlement. Avant de rentrer dans tout ça, je voudrais juste te donner la chance de te présenter un peu parce que au-delà de tout ce que tu as vécu, tu es une femme à part. Tu n'existes pas juste dans le contexte de ce qui t'est arrivé. Alors, tu peux partager ce que tu es à l'aise de dire. Mais tu es enseignante. Oui, tout à fait. Et maman. Oui, aussi. Conjointe. Conjointe, sœur, amie. Ouais, je suis tous ces chapeaux-là en même temps. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à étudier en enseignement? Ben, c'était vraiment un choix de carrière qui était quand même assez clair pour moi. Moi, j'étais assez linéaire là, dans mes décisions en général. Là. Puis très jeune, j'ai beaucoup gardé des enfants. J'avais déjà un intérêt là, pour m'occuper. Tu sais, dans ma famille, quand il y avait des petits bébés, là, même très jeunes, j'aimais ça et tout ça. Puis en vieillissant, tu sais, j'ai commencé un peu à me poser des questions au secondaire sur mes choix de carrière, tout ça, tu sais, qu'est-ce qui m'intéressait. Puis, ben, c'était comme un peu naturel pour moi d'aller en enseignement parce que je voulais avoir un métier qui n'était pas trop routinier, dans lequel je pouvais bouger. Moi, j'étais une fille vraiment de projet. J'étais un peu je suis hyperactive, en fait. Là. À cette époque-là, je savais pas encore que j'avais ça, mais... puis j'ai besoin toujours de me renouveler, puis ben j'aimais tellement ça, travailler avec les enfants, puis tout ça, que c'était ça qui m'a attirée. Puis même très jeune, quand j'étais à l'école, au primaire, mes profs, ils me disaient souvent « Ah, toi, tu serais une bonne prof plus tard. » Tu sais, je pense que j'étais un peu bassie. Ouais, j'étais déjà un petit peu comme... fatigante, là, probablement. Je sais pas que les profs ont des fatigantes, mais j'étais, tu sais, sûrement que j'étais quand même à mes affaires. J'aimais beaucoup l'école déjà, puis tout ça. Fait que c'était un bassin de gens dans lesquels j'étais bien. J'aimais beaucoup faire des projets, tout ça. Fait que c'était un peu ça, tu sais. Puis finalement, j'avais quand même des assez bonnes notes, puis tout ça. Puis je me suis pas trop reposé de questions. Après ça, c'est comme si le choix était clair. Puis OK. évidemment qu'à cette époque-là, je me posais pas tant de questions sur les défis là, du métier d'enseignant qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est quand même pas une job qui est facile, mais ultimement, je suis contente de ma décision. Là. OK. Tu prends toujours plaisir à enseigner? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a du chemin à faire en éducation. Là. Je ferais pas comme si c'était les lunettes roses, puis mon Dieu, que ça va bien tout le temps, mais oui... tu sais, j'aime ça. Si j'aimais pas ça, j'aurais déjà quitté. Ouais. C'est un peu ça que ceux qui aiment ça moyen, ils s'en vont, là, on le sait, là, mais c'est ça. Je m'en rappelle pas si je te l'ai dit quand on s'est rencontrés, mais j'ai étudié en enseignement de l'anglais langue... Non, je te l'ai pas dit. Non, je savais pas. Non, oui. Okay. C'est ça. Avant de faire un bac en communication, j'ai fait un 1 an et demi, si je ne me trompe pas, en enseignement de l'anglais, langue seconde, à Concordia. OK. Puis, ben, c'est comme tu as dit, j'ai fait mon stage, puis après mon stage, comme je pense pas que c'est pour moi. C'était bien là, pour un 3-4 mois, même pas, mais je me voyais pas faire ça à long terme, donc j'ai changé. Bien, les défis, tu sais, sont grands, puis on le sait, là, faut pas se fier juste sur le fait que les gens qui sont là aiment ça, mais tu
sais, c'est sûr que c'est un domaine dans lequel tu pourras pas rester là. Ben, il y en a là, qui aiment pas ça ultimement puis qui restent là, mais faut quand même vraiment aimer ça. Puis t'es mieux de changer avant. En effet. Ouais. En effet. En fait, il me semble que le premier cours que j'ai eu, je me rappelle encore des mots de ma première prof. Elle avait dit, l'enseignement, c'est comme une vocation. You either love it or you hate it. Oui, effectivement. Mais là, tu vois, on est en train un peu de repenser le mot vocation parce que vocation, le gouvernement utilise beaucoup ça pour justifier un peu le fait que les conditions de travail sont comme un peu moyennes. Okay. Genre, c'est une vocation, tu sais, fait qu'ils vont se dévouer au travail, ils vont tout faire ça. Mais tu sais, c'est vrai que c'est un travail que tu fais par passion puis que c'est un beau métier. Tu sais, le fait d'enseigner, tout ça, c'est le fun. Mais, tu sais, moi, j'essaie de pas trop le dire que c'est une vocation parce que c'est vrai, mais ça justifie beaucoup comme que les conditions sont un peu pas bonnes. Je comprends. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, t'as trouvé que c'était pas pour toi, mettons? J'ai fait mon stage, puis j'avais quand même pris plaisir à mon stage. Okay. C'était le fun. Si je me rappelle bien, lorsque ma superviseure de stage est venue m'évaluer, le feedback qu'elle m'a donné après, c'était vraiment excellent. Donc, j'avais comme un peu tout pour réussir. Ouais. Mais le mois d'après, c'était le semestre d'hiver. Puis, fallait que je trouve une école secondaire où faire mon stage. Puis là, c'est comme si c'est comme si je réalisais que là, je suis plus juste comme en train de faire un programme à l'université. Je suis en train de m'enligner vers une carrière, puis ça va être ça va devenir ma vie. Là. Exactement. Ouais. Puis j'étais comme, je peux juste pas. Je comprends. Fait que j'étais allée voir la directrice du programme, je pense, le lendemain. J'ai pleuré dans son bureau. Elle était super fine, puis elle m'a encouragée à faire ce que je voulais. Mais finalement, c'était pour le mieux. Oui. Parce que t'es excellente dans ce que tu fais. T'es fine. C'est gentil. Mais revenons à toi. Oui. Donc, tu te retrouves à l'Université de Montréal. Oui. Dans le programme d'enseignement. Exact. Puis, tes études vont bien. Oui, vraiment. Tu te fais des amis. Oui, tout à fait. Mais là, à un moment donné, quelque chose arrive. Tu reçois une demande d'amitié sur Facebook. Oui. D'une personne que tu n'as jamais rencontrée. Non, d'une personne qui m'apparaît être quelqu'un qui étudie dans mon programme. Tu sais, comment ça à l'université, là? C'est des programmes avec beaucoup de gens. Tu sais, tu côtoies comme des... C'est pas comme, mettons, le secondaire que tu as 5-6 classes. Là. Tu sais, tu côtoies des centaines de personnes. Des fois, dans ton programme, au début, là, tu sais, en enseignement, on était comme 200 quelques. Là, fait que c'est une personne qui m'apparaît à être avec moi dans mon programme, mais que je me souviens pas avoir déjà rencontré. Là, tu sais. OK. Mais qu'il y a plusieurs amis en commun avec moi. Et ces amis en commun sont toutes des personnes avec qui j'ai étudié au bac. Là. Fait que moi, j'ai pas réfléchi plus loin que ça. Pour moi, c'est... cette fille-là, je l'ai déjà vue, puis je me rappelle juste plus de sa face. Même si j'ai une très bonne mémoire en général, là, c'est assez rare que j'oublie quelqu'un que j'ai déjà rencontré, mais là, on dirait que sur le moment, c'était ça la logique pour moi. Là. OK. Puis cette personne finit par t'écrire un message ou est-ce qu'elle avait laissé un commentaire sur une de tes photos? Oui, c'était un commentaire sur une de mes photos. Puis c'était pas un commentaire gentil? Non, vraiment pas. Est-ce que tu te rappelles des mots exacts? Ah non, je me rappelle plus, mais c'était genre... c'était quelque chose relié sur l'apparence, là, mais tu sais, c'était comme, check là, cette fille-là, c'est une anorexique ou, à l'époque, moi, je suis très grande et à l'époque, j'étais faite quand même assez slim, là, tu sais, comme une grande échalote, là. Puis ça, l'anorexique, c'était revenu, puis j'étais posée avec 2 autres de mes amies qui étaient 2 étudiantes au bac aussi. Puis c'était comme, regarde la gang de lesbiennes, évidemment. C'est pas une insulte de dire que quelqu'un est lesbienne, mais c'était clairement écrit
De manière péjorative. Oui, c'est ça. C'est OK. écrit pour attirer une attention qui n'était pas positive. Là. Puis de toute façon, c'est un commentaire qui a vraiment pas sa place. Là. Même à l'époque, il n'y avait pas sa place. Là. Fait que, ouais, c'est ça. OK. Tu réponds quoi? Je me souviens même plus si j'ai répondu ou pas, mais probablement que j'ai pas répondu, mais je me suis surtout dit, tout le monde va voir ça. Tu sais, sur le coup, j'ai comme pas eu honte, mais un peu. Tu sais, j'étais comme un peu gênée de ça. Mais tu pouvais le supprimer? Oui. Moi, mon souvenir, c'est que j'avais fait une capture d'écran, puis je l'ai supprimé par après. OK. Mais il me semble que j'étais allée écrire en message privé à ce compte-là, dans le fond. Fait que, tu sais, pour un peu clarifier ça, là. Puis? Mais là, la personne m'a envoyé promener, là. Tu sais, c'était pas une discussion qui était super ouverte. Puis j'avais pas de... Tu sais, j'y demandais, pourquoi t'es venu commenter ma photo et tout ça. Puis j'avais pas de réponse claire. C'était pas trop... OK. C'est ça, c'était pas clair, là. Fait que j'ai juste abandonné au bout d'une petite discussion, là, parce que là, moi, j'étais comme ça mène à nulle part. Puis moi, j'étais vraiment dans l'impression que cette personne-là, elle reviendrait plus écrire sur mon compte. Là. Puis probablement... Une fois que tu l'avais confronté. Oui, c'est ça. Puis je l'avais supprimé de mes amis. OK. Là. OK. Mais j'étais allée regarder ses photos de profil, me semble, une première fois pour voir c'était qui cette personne-là. Puis je me souvenais vraiment pas l'avoir vue dans mes classes. Là. OK. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Mais là, par la suite, ça a comme continué avec d'autres comptes Facebook. Fait que, tu sais, par exemple, à l'époque, on avait un groupe Facebook avec les filles qui étaient mes collègues là, de ma cohorte, finalement, d'université. Puis, on avait voté des journées de grève, dans le fond, en soutien à la grève des enseignants à l'université. Puis, ces comptes-là venaient écrire des messages pour dire que les filles qui étaient en faveur de la grève étaient toutes des ci puis des ça. Puis, tu sais, c'était des commentaires qui étaient très violents. Là. Tu sais, vous êtes toutes des imbéciles, vous êtes vraiment idiotes si vous pensez que la grève, ça va donner quoi que ce soit, puis tout ça. Puis, c'était vraiment un groupe de filles. Encore là, c'était un groupe de filles, dont cette fille-là qui était venue m'insulter sur mes photos. Puis, ce groupe de filles-là, c'était toutes des filles que j'avais des amis en commun du bac avec, que j'avais pas souvenir d'avoir vu dans mes classes, que j'étais comme coudon, sont dans quelle section? Parce que, tu sais, ultimement, on avait comme 3 groupes. Mm-hmm. Puis j'étais comme, c'est qui les a dans leur classe, ces filles-là, tu sais? Puis là, tu demandes à des gens qui sont dans les autres groupes, tu jases un peu avec le monde. Personne a des cours avec eux. Tu leur demandes d'où ils sortent ce groupe de 3-4 filles-là, tu sais? Fait que ça, je me rappelle que c'est les premières choses qui étaient ressorties. Puis là, par la suite, ben là, j'ai commencé à recevoir des messages privés d'insultes de ces comptes Facebook-là. Là. Puis là, ça venait par vague, là, mais j'en recevais plusieurs là, par semaine. Là. Et comment tu vivais ça? Ben là, sur le coup, j'étais comme un peu... pas amusée, mais je trouvais ça curieux. Tu sais, sur le coup, je me sentais pas en danger directement. Puis c'est que ça a commencé graduellement, puis ça a été de plus en plus. Fait que sur le coup, au début, là, je me disais pas « Oh my God, je suis en train de me faire harceler. » Là. Tu sais, je me disais juste « OK, ils sont complètement dérangés, ces personnes-là. Là. C'est qu'est-ce qu'ils recherchent? Je comprenais pas. » Puis là, après ça, par la suite... là où ça a commencé à me faire quelque chose, c'est que je recevais beaucoup de messages du genre tu parles trop en classe, tu lèves tout le temps ta main pour dire des trucs vraiment caves, tout le monde te trouve conne, tu le vois pas que tout le monde trouve que ce que tu dis, ça n'a pas rapport. Quand tu as posé telle question l'autre jour au prof, voyons donc que tu poses ces questions-là. Puis là, c'était vraiment des attaques par rapport à ma façon de m'exprimer, par rapport à la place que je prenais en classe, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé un peu à... Ben, ça me faisait quelque chose dans le sens que ça m'atteignait un peu personnellement, là. Puis à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me demander comment je pouvais rejoindre ces filles-là puis leur parler en personne, là, parce que... Mais tu les reconnaissais pas dans tes cours? Non, je les reconnaissais pas, mais aussi fou que ça puisse paraître, parce que là, maintenant, tu sais, on va parler un peu de la suite de mon histoire tantôt, mais...
finalement, c'était pas des vrais comptes Facebook, là, mais sur le coup, là, moi, ça m'a même pas traversé l'esprit que ces personnes-là, ils existaient peut-être même pas. Tu sais. La notion de troller des gens sur Internet, puis tout ça, de fausse identité, à l'époque où j'étais à l'université, c'était au début de mon université, c'était pas tant répandu autant que maintenant. Okay. Fait qu'on n'avait pas les mêmes réflexes qu'on a maintenant de se demander c'est un vrai compte, ça, c'est une vraie identité, tout ça en ligne. C'est moins automatique, disons. Fait que là, moi, j'ai cherché à ce moment-là à rencontrer ces personnes-là. Puis là, évidemment, en parlant avec certaines de mes collègues de ma cohorte, je me suis rendu compte qu'on était vraiment beaucoup à recevoir des messages d'insultes de ces comptes-là précisément, de ces personnes-là. Fait que là, est-ce que ça t'a rassuré un peu de savoir vraiment. Que tu n'étais pas seule? Totalement. Puis ça, c'est la première leçon que je tire de ça, c'est qu'il faut pas que tu restes. Parce que, tu sais, moi, quand le compte m'a dit, quand tu parles tout le temps, tu lèves ta main en classe, tout ça, c'est vraiment fatigant. J'aurais pu me refermer puis faire, OK, bon, ben je parlerai plus, c'est fini. Mais non. Tu sais, la personne qui t'écrit ça, c'est parce que ce qu'elle veut, c'est que tu te la fermes puis que tu arrêtes de t'exprimer. Puis surtout, quand on est une femme, c'est important de prendre sa place parce que c'est plus difficile que quand on est un homme. Puis, en parlant à mes amis, quand j'ai vu que mes amis vivaient tout ça, puis finalement, tu sais, d'autres personnes à qui on jase, puis tout ça, ben moi, je me suis dit, OK, on est vraiment beaucoup à vivre ça, là. Fait que non, oui, ça m'a tout de suite rassurée, puis ça a fait en sorte que j'accordais pas aucune crédibilité à ce que ces personnes-là me disaient, là, évidemment. Là. Puis on avait toutes sensiblement le même genre d'insultes. Okay. Les filles qui étaient plus en surpoids, ils se faisaient traiter d'obèses puis de grosses, puis... Ben oui, c'est ça. Ils se faisaient rire d'elles pour ça. Puis les filles qui étaient plus minces, on se faisait dire qu'on était anorexique. Les filles, mettons, qui se faisaient des couettes, ils se faisaient dire t'as les cheveux gras, t'es laide. C'était tout le temps des commentaires sur le physique. Là. OK. T'as mentionné que tu te sentais pas en danger au tout début, lorsque tu recevais ces messages. Quand est-ce que ça a changé? Beaucoup, beaucoup plus tard. Là. Ça, dans le fond, ça a été une escalade parce que là, moi, ça a perduré dans le temps. Finalement, on a fini par soupçonner, bon, quelqu'un qui était... qui est la personne qui me harcèle finalement, là, mais qui était dans mes classes à ce moment-là. Puis moi, j'ai commencé à me sentir en danger quand j'ai commencé à recevoir des messages plus de menaces, là, de l'ordre de la menace. Fait que genre des menaces de viol, des menaces de viol collectif, de me faire brûler avec de l'acide, de me faire battre dans la rue, qu'il pourrait arriver quelque chose à ma famille. Puis bon, que la personne toujours pourrait s'introduire chez nous. Ça a toujours été par Facebook, sauf... pendant un petit temps où c'était par email. OK. Ouais. Puis même que... Ton courriel personnel ou de l'école? De l'université. Puis c'était un courriel au nom d'une de mes collègues d'université qui est une vraie fille que je connais. Donc, mettons, telle fille m'aurait écrit, encore une fois, est-ce que tu peux te la fermer en cours? T'arrêtes pas de parler, t'es fatigante, blablabla, avec tes amis, vous êtes une gang d'idiotes, vous allez jamais être des bonnes enseignantes, tout ça. Moi, pendant... toute l'année, j'ai cru que cette fille-là m'avait écrit un courriel de bêtises pour finalement, parce que je suis pas allée la confronter, parce que j'étais tellement gênée de ça, pour finalement, à la fin de l'année, aller dire ben, tu sais, toi, on sait bien, de toute façon, tu trouves, puis elle a dit, de quoi tu parles? Puis j'ai fait, attends une minute, wow, 2 secondes, puis là, j'ai montré le message, j'ai dit, c'est pas toi qui m'as écrit ça, puis elle a dit, ben non, c'était pas elle, c'était... L'agresseur s'était fait passer pour cette personne-là en m'envoyant un courriel à moi. T'sais. Mais de son courriel à elle? Il avait écrit un faux courriel avec son nom, mais tu sais, mettons, exemple, je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi, Julie Tremblay 1, ben elle, son vrai courriel, c'était peut-être Julie Tremblay 2, tu comprends? Mais lui, il a créé un courriel avec son nom, mais moi, je sais pas c'est quoi son vrai courriel à cette fille-là, là, tu sais. Fait que c'est ça. OK. C'est quand même chargé comme histoire. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses qui se passent. Vraiment. Ça se passe sur des années. Là. Moi, ça fait 10 ans que je vis ça. Oui, parce que tu le vis encore. Oui, ça a beaucoup évolué dans le temps. Donc, vous avez commencé à soupçonner quelqu'un qui était dans le même programme que vous. Oui. Un homme. Un homme, oui, parce qu'en enseignement, il n'y a pas beaucoup d'hommes, là, hein, on s'en doute. Puis les messages me parlaient de plus en plus des éléments qui m'étaient arrivés dans la vraie vie. Par exemple, à cette époque-là, j'avais un chien Mira que j'amenais en classe, que j'entraînais pour devenir un chien Mira. J'ai été famille d'accueil.
Et j'amenais mon chien à l'université. Donc, tu sais, des chiens à l'université, il n'y en a pas, là, à part le mien, là, tu sais. Puis les comptes m'écrivaient « Ah, je t'ai vu aujourd'hui quand, mettons, il y a une fille, ton chien, il a sauté sur une fille. » Tu sais, mon chien, il avait comme sauté pour jouer sur une fille qui avait eu peur des chiens. Puis la fille, elle avait crié. Puis le faux compte m'écrivait pour me dire « Ah, j'ai vu aujourd'hui quand ça s'est passé. » Tu sais, ou « Ah, je t'ai vu, t'étais tellement laide dans ta robe rouge, mettons. » Ben tu peux pas savoir que je portais une robe rouge à moins qu'on se soit vu dans la journée. Fait que là, j'ai commencé à regarder qui était dans mes classes. Là, ceux qui recevaient des messages, tout ça, on les élimine là, parce qu'eux sont tous dans le même bateau. Puis là, dans ceux qui restaient, ben, tu sais, on est allé par élimination. Puis il restait ce gars-là, qui est un gars que j'ai côtoyé, que je connais bien de mes cours à cette époque-là, qui est une personne qui est déjà un peu décalée des autres. Je dis pas, évidemment, que c'était une personne qui a des... Tu sais, ce gars-là, il avait déjà des aspects sociaux qui étaient moins bien développés chez lui. Là, on voyait qu'il y avait des petites lacunes, qu'il y avait des petites barrières au niveau social, mais il s'intégrait quand même, somme toute, assez bien. Puis en enseignement, les gens sont super ouverts d'esprit. C'est des profs, tout ça, très respectueuses de l'autre et tout. Puis lui, bon, déjà, ça paraissait qu'il y avait des petites affaires qui fonctionnaient pas. Puis, sur son propre compte Facebook à lui, il publiait des statuts par moments très misogynes, très racistes, notamment, qui étaient comme vraiment SOS à ce moment-là, le red flag totalement. Puis, ces comptes-là allaient toujours commenter en dessous de ces statuts pour dire « Ah oui, t'as tellement raison, c'est vrai. » Tu sais, peu importe ce qu'il disait, les comptes disaient tout le temps. C'était le seul qui se faisait pas insulter, finalement, tu sais. Puis là, j'ai fait comme « Ouais, tu sais. » Puis là, après ça, on s'est mis... Écoute, c'est des détails, mais on s'est mis à regarder, lui, sur son vrai compte, comment il écrivait, comment il orthographiait ses mots. Les mots, il y avait une faute d'orthographe, étaient les mêmes que dans les autres comptes. Puis même de se rendre compte que c'était des faux comptes, ben dans le fond, c'est ensemble, quand on en a parlé, de finalement se dire, ben et si c'était pas une vraie personne? Puis on est allé regarder les photos de profil, puis c'était toujours des photos d'une fille, mettons une fille qui a l'air blonde, mais qui est posée de loin, tu sais. Mais là, si tu zoomes, tu sais, à l'époque, les photos n'étaient pas tant HD, là. Fait que si tu zoomes, tu sais pas là, si la fille, elle a la même face d'une photo à l'autre, tu sais. Puis là, c'était comme finalement, on a découvert en cherchant un peu sur Facebook que c'était des comptes qui avaient été créés depuis, mettons, vraiment pas longtemps. Tu sais, mettons, quelqu'un qui aurait Facebook juste depuis 1 an, tu sais. C'était comme peu probable. Puis c'est ma mère qui m'avait mis la puce à l'oreille parce qu'elle a travaillé à l'Université de Montréal pendant des années. Elle m'avait dit, ben donne-moi le nom de ces filles-là. On va aller regarder dans le registre des étudiants si... Il y a des étudiantes qui s'appellent comme ça, puis il n'y avait pas d'étudiantes qui portaient ces noms-là. Là. C'était des noms complètement inventés. Là. Fait que c'est comme toute une longue histoire de recherche, puis tout ça, mais finalement, on a comme fini par se dire, ben regarde, ça peut pas être quelqu'un d'autre que lui. Là, ouais. Est-ce que tu vivais dans la peur durant cette période? Non. Encore là, à ce moment-là, c'était encore beaucoup des espèces de messages d'insultes plus physiques puis tout. Fait que moi, j'étais vraiment dans l'idée, ben qu'elle vienne me voir, cette personne-là, je vais la confronter, puis on va s'en parler, puis on va décortiquer pourquoi une future enseignante prend du temps pour insulter d'autres collègues sur Facebook, tu sais. Fait que non, à ce moment-là, j'étais plus dans la confrontation, je te dirais. J'étais dans la colère, là, tu sais. OK. Qu'est-ce que vous avez fait, toi et tes amis, lorsque vous avez déduit l'identité de votre harceleur? Bien, la première étape, c'est qu'on est allé un peu le confronter, hein, mais tu sais, en lui disant, ben, tu sais, est-ce que tu sais que ces comptes-là, est-ce que tu les as déjà rencontrés, ces filles-là? Est-ce que tu les connais? Puis il nous disait, oui, je les ai vues, j'ai eu des cours avec eux la session passée. Puis là, moi, je lui disais, ben c'est drôle, j'ai cherché dans le registre des étudiantes. Ils sont pas là. Là, il me disait, oui, mais c'est parce que c'est pas vraiment leur vrai nom. Ça, c'est leur nom sur Facebook et tout ça. Fait que là, déjà ça, c'était comme... Il y avait quand même des excuses. Ah oui. Totalement. Là. Il était... Finalement, ben, de fil en aiguille, on a vu que c'était pas vrai. Là. C'était impossible. Là.
Puis même en le confrontant, il continuait de dire non, 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 je vous dis, c'est pas moi. Puis même encore aujourd'hui, il continue de dire que c'est pas lui. Là. On est allé voir la vice-doyenne de l'université parce qu'on voulait plus le côtoyer dans nos cours. Parce que là, à ce moment-là, on commençait un peu à être inquiète, premièrement, de côtoyer ce gars-là chaque jour. Moi, j'étais comme non, je côtoierai pas mon agresseur, c'est pas vrai. Là. Mon harceleur. Et de deux, cet homme-là ne peut pas devenir enseignant. Je suis désolée. Là. 100%. C'est pas possible. Là, mais c'est lourd aussi de gérer des études. Oui. Et de gérer de l'harcèlement. Ah ouais, totalement. En même temps. Est-ce que tu étais capable de te concentrer sur tes travaux, sur tes projets, ou est-ce que tu avais la tête préoccupée par quand est-ce que je vais me faire envoyer promener? Bien, c'est sûr que c'est une préoccupation là, qui prend une place. Tu sais, j'ai pas coulé mes cours à cause de ça. Là. Ça allait quand même. J'étais capable de me recentrer, mais oui, c'est préoccupant. Ça fait un climat d'études qui est pas pareil. Puis, tu sais, là, moi, je parle pour moi, mais il y a des... Moi, juste dans mon bac, là, je connais une 30aine de filles qui ont été ces victimes-là. Puis il y en a, avec le temps, après ça, au début, c'était des insultes, puis avec le temps, il a commencé à envoyer des messages très sexuels à certaines filles, très, très pervers et tout ça. Puis ça, c'est troublant. Parce que là, de savoir que ce gars-là, il fantasme sur toi de telle façon, que c'est décrit de façon hyper crue dans le message, puis que la fille n'a pas demandé à recevoir ça, bien, c'est sûr que, tu sais, ça fait en sorte que ça crée un climat, tu sais, de stress au sein de la cohorte, là. Mm-hmm. L'enseignement, c'est un programme contingenté. Donc, c'est pas n'importe qui peut y accéder. Exact. Puis, c'est quand même demandant comme programme. Ouais, totalement. Comment il faisait pour rester à jour dans ses livrables tout en harcelant 30 femmes? Je sais pas pourquoi je te pose la question à toi, parce que c'est plutôt une question pour lui, mais je comprends pas comment quelqu'un peut se dévouer à ses études en ayant quasiment un emploi à temps partiel. Ben moi, je pense que c'est quelqu'un, même encore aujourd'hui, qui ne fait que ça de ses temps libres. Moi, je sais qu'elle vous a pas vraiment trop soutenu. Elle nous a pas du tout soutenu. Ouais, sa réaction était très décevante, mais je vais te laisser expliquer ce qui s'est passé. Oui, ça, c'est bien expliqué aussi dans le documentaire, mais c'est ça, on était un groupe de 6 filles, on est allé voir la vice-doyenne avec des messages imprimés, tout ça, en lui disant, écoutez, là, ce gars-là, c'est quelqu'un qu'on côtoie dans nos cours, il est dangereux, il peut pas devenir enseignant et tout. Puis elle nous a comme répondu un peu, ben écoutez, moi, il remplit les exigences pour participer au programme, c'est-à-dire que il fait ses devoirs, finalement, il fait ses examens, il est assez court, il est assidu, il fait ce qu'il a à faire, donc j'ai pas de raison de le mettre dehors. Ça, c'est des trucs qui appartiennent à votre vie privée à l'extérieur de l'université. Ça n'appartient pas à l'université de gérer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est à vous de gérer ça entre vous. Moi, je participe pas à ça. T'sais. Mais c'est quand même un comportement qui est problématique, même en lien avec la formation qu'il est en train de recevoir à l'université. Totalement. De toute façon, au-delà de ça, l'université n'a pas à se laver les mains de ça parce que c'est l'université qui nous a mis en contact. Je veux dire, si moi, je suis une personne victime de harcèlement au travail d'un des employés du travail, même s'il me harcèle sur Facebook, j'ai quand même à le côtoyer à mon travail. Donc, c'est à mon employeur de se charger de l'avertir ou de s'assurer qu'il ne rentre plus en contact avec moi là, de quelconque façon. Même chose dans une école secondaire. Je veux dire, on a juste à transposer cette situation-là au secondaire. Un groupe de jeunes qui arriveraient avec leurs parents qui diraient, ben tel élève harcèle nos enfants, voici des preuves. Puis la direction dirait, ben nous, on s'occupe pas de ça, désolé, ça se pourrait pas. Là. Même à l'époque, on connaissait très bien c'était quoi de l'intimidation. On n'est pas dans les années 90, là, on remonte il y a 10 ans. Elle savait très bien là, que c'était inacceptable. Puis elle
elle n'a pas voulu gérer ce dossier-là. Elle s'est pas sentie interpellée par notre détresse, j'imagine. Puis au final, tu sais, elle voulait même pas lui donner d'avertissement. Là. Elle a juste pas voulu s'occuper du dossier du tout. Là. Est-ce que tu as pensé que tu serais débarrassée de lui totalement. Une fois pour toutes, mais oui. C'était pas le cas. On est, en fait, dans les 30 filles que je connais qui ont reçu des messages de lui, là, la grande majorité, ils ont arrêté de recevoir des messages de lui à partir du moment où il a comme quitté le bac. Là. C'était comme 1 ou 2 messages, puis ça a arrêté là. Mais il a continué d'envoyer des messages haineux. Et là, à ce moment-là, c'est comme si ça avait déclenché là, de la haine encore plus de lui envers nous. Premièrement, à ce moment-là, il n'y avait plus d'études, probablement. Il n'y avait plus rien de mieux à faire de ses journées. Puis là, il a commencé vraiment à m'écrire des messages, mais beaucoup plus violents. C'est là où les menaces de mort, les menaces de viol et tout ça ont commencé. Puis on était peut-être, à cette époque-là, 10 filles peut-être à recevoir encore des messages de lui. Wow. Toujours sur Facebook et toujours par courriel. Sur Facebook, oui. Ben, par courriel, moi, ça m'est arrivé une fois, mais ultimement, là, c'était vraiment par Facebook. OK. Donc, à quel moment tu as décidé d'aller voir la police? J'étais encore au bac. Genre, à cette époque-là, là, quand que j'ai commencé à recevoir des messages qui étaient plus inquiétants, puis là, on était un petit groupe à aller voir la police, là, puis ils avaient pris notre plainte. Mais, tu sais, ça s'est un peu arrêté là. Tu sais, c'était beaucoup un discours du genre, supprimez votre Facebook. Vous avez juste à quitter Facebook, à quitter les réseaux sociaux. Tu sais, c'était vraiment encore à la victime de faire des changements dans sa vie pour ne plus être harcelée et non à l'agresseur de se faire arrêter, finalement. Ouais. Alors, tu ne reçois pas vraiment l'aide que tu recherchais de la part de la police? Ben, je vais faire attention parce que là, je veux pas passer pour une fille qui dit que la police fait pas son travail, mais la police font la procédure, prennent ma plainte. C'est ça qui est attendu. Donc, on prend la plainte des filles qui viennent, donc moi, de mon ami. Puis j'ai su qu'il y avait d'autres filles qui étaient allées par la suite. Donc, ils prennent nos plaintes. Et... mais au niveau des conseils qu'on m'a donnés, au niveau de l'accueil de moi en tant que victime à la police, non, je reçois pas l'accueil espéré. Et j'ai vraiment l'impression, à cette époque-là, et c'est encore comme ça aujourd'hui, que le service de police, à l'époque, c'était le SPVM, où j'ai fait ma première plainte, ne saisit pas du cyberharcèlement, c'est la même chose que du harcèlement. T'sais. J'ai vraiment l'impression que pour eux, le cyberharcèlement, c'est comme une catégorie un peu moindre par rapport au harcèlement en personne. Mm-hmm. Puis qui sont pas outillés. À l'époque, j'étais vraiment comme persuadée, puis c'était le cas, là. Puis même encore aujourd'hui, c'est un peu le cas, mais ils sont pas encore assez outillés pour enquêter de façon fluide dans les dossiers de cyberviolence. Là. OK. Mais éventuellement, ils ont ouvert une enquête à ce sujet. Oui, puis ils ont ouvert une enquête, je pense, avec la force du nombre. Là, c'est le fait qu'il y a beaucoup de victimes qui sont allées se plaindre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens. Je sais que le processus de plainte, je suis la mieux placée. Puis moi, c'est une cyber-agression, finalement. Là, c'est en ligne, mais j'ose même pas imaginer une victime d'agression en personne, d'agression sexuelle qui doit raconter ça à la police. Je sais que ça peut être extrêmement éprouvant, mais moi, ce que je retiens, c'est que quand on y va porter plainte, ça peut avoir quand même un résultat. Ça peut quand même mener à une enquête et tout ça. Puis si on n'était jamais allé porter plainte, il n'y en aurait pas eu d'enquête. Fait que, ça a pris plusieurs de ces victimes. Imagine si toutes ces victimes de ma cohorte étaient allées porter plainte, à quel point ça aurait eu un poids. Mm-hmm. Fait que ça a pris plusieurs de ces victimes pour qu'ils ouvrent un dossier. Puis je regrette pas du tout d'être allée porter plainte parce que je pense que c'est ça qui a fait la différence au final, là, quand même. Là. OK. C'est une question qui peut sembler qui est peut-être un peu banale, mais comment ça se passe une enquête?
Dans le fond, tu vas au poste de police, tu fais une déclaration, donc tu vas parler de ce qui... Là, ça, c'est très long, là. C'est comme plus d'une heure, là, tu sais. Il faut que tu ailles ton après-midi devant toi, là, tu sais. Tu y vas, tu parles de ce qui est arrivé, eux autres, ils te posent toutes sortes de questions, ils prennent des notes de tout ce que tu dis. Si tu as des preuves, bon, tu vas les fournir, tout ça. Après ça, ils partent avec ça. Puis là, il y a un délai qui est assez long, de quelques mois, où ils vont évaluer ton dossier, ce qui est recevable en plainte. Là, si je te parle d'une plainte pour cyberharcèlement, évidemment que c'est pas une situation urgente. Là. On parle pas d'une fille qui... T'sais, on parle pas de quelqu'un qui est victime là, d'un crime sur la rue, mettons, qui se fait poignarder ou que, tu sais, je te parle de vraiment une plainte en soi là, pour agression. Donc, il va y avoir une période où ils vont évaluer ton dossier. Après ça, si ton dossier est retenu pour une plainte, il y a un enquêteur qui va être assigné à ton dossier, qui va communiquer avec toi pour se présenter puis t'expliquer un peu la suite des choses. Puis là, dépendamment de chaque dossier de plainte, ben il y a 1 million de procédures qui peuvent être faites par les enquêteurs. Mais tu sais, moi, c'était beaucoup donner mes accès de Facebook, donner le plus possible, récolter le plus possible de preuves, donc des preuves des comptes, des noms des comptes, avec les photos, des messages, des trucs comme ça, tu sais. Fait que là, les enquêteurs vont monter leur dossier, ils vont enquêter, puis là, ça peut durer des années, là. Moi, ma plainte actuelle est encore en cours, là, ça fait très longtemps, là, tu sais. Parce que l'enquêteur, il n'y a pas juste ton dossier, là, c'est la vie, là. Ils ont d'autres dossiers. Et à quel moment est-ce qu'ils informent excuse-moi, j'allais dire la victime. À quel moment ils informent le suspect qu'une enquête a été ouverte à son sujet? Si le suspect est un suspect comme qu'on n'a pas matière à aller perquisitionner chez lui. Tu sais, c'est ça qui est difficile, moi, je trouve. C'est épuisant de... Bon, premièrement, ça crée un niveau quand même d'angoisse là, et de stress parce que pendant tout le temps de l'enquête, ton agresseur, il est libre comme l'air. Il fait sa vie, il continue ses trucs. Fait que, tu sais, c'est le temps que l'enquête se fasse. C'est très long. Donc, tu continues à vivre un peu dans l'appréhension que tu vas recevoir d'autres messages. Puis ensuite, ben tout l'aspect de récolter les données des comptes. Moi, à cause que c'est en ligne, c'est pas juste appeler puis dire « Hey, salut, il m'est arrivé ça ». C'est de récolter des preuves avec des données de compte, des photos, des messages, tout ça. Puis... Et comme obligé, je veux pas dire d'arrêter ta vie, mais tu deviens responsable tu deviens responsable d'une situation que tu n'as pas engendrée toi-même. Oui, exact. Mais c'est ça, être une victime, au final. Ouais. C'est ça, la lourdeur de la tâche sur les victimes, c'est la lourdeur de la responsabilité de la plainte. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plaignantes qui... Ben, c'est pas uniquement pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de plaignantes qui ne vont pas de l'avant parce que c'est très lourd et beaucoup d'énergie à mettre là-dedans, ouais. Tu sais, quand ça nous arrive, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre un beau moment et de le voir être ruiné à cause d'un message que tu as reçu? Pas un moment en particulier, mais tu sais, chaque journée où je reçois un message, c'est sûr que ça mine un peu mon moral. Là. Ça, c'est clair. Là. Bon, alors la police débarque chez lui, prend son ordi. Ils ont retenu juste quelques plaintes de certaines plaignantes. Et puis, quelles ont été les conséquences? À ma connaissance, il a fait quelques journées de prison, mais il a été déclaré non criminellement responsable la première fois parce que lui, dans le fond, il y a eu une évaluation psychiatrique à faire ordonnée par la Cour. Il y a eu une interdiction d'utiliser des réseaux sociaux puis un ordinateur pendant des années. Là. Fait que moi, suite à ça, j'étais comme « Yes, il m'écrira plus », mais non, il a déjà brisé... Ben, suite à ça, il a brisé ses conditions. Là, il m'a écrit... à plus qu'une reprise là, pendant qu'il y avait ces interdictions. Là. Chose que tu as signalée, j'imagine. Oui. Puis?
c'était tout à recommencer. Là, c'est ça qui est décourageant. Là, c'est que quand que ton dossier est fermé, comme là, mon dossier, mettons le dossier, le gars il a été reconnu coupable, il a eu une peine, le dossier est comme un peu archivé, ben là, quand tu refais une plainte, parce que moi, dans le fond, c'est beaucoup par des faux comptes. En fait, c'est uniquement par des faux comptes Facebook que je me fais écrire. Ben, c'est quand même un processus pour la police d'aller retracer ces faux comptes-là. Il faut qu'ils demandent un peu la collaboration de Meta, puis tout ça. Puis on s'entend que Meta, c'est pas ceux qui collaborent le plus là, dans la vie. Là, Facebook, la société de Facebook, tout ça. Eux, comment ils font là, pour savoir qui se cache derrière un faux compte? C'est qu'ils vont aller voir l'adresse IP qui est reliée au compte de la personne. Puis là, ça nous donne l'information où la personne habite, c'est qui cette personne-là, tout ça. Fait que là, moi, quand j'ai reçu des nouvelles communications, ben là, j'ai recommuniqué avec la police de ça. On en a rediscuté, mais il fallait tout recommencer le processus. Là. Fait que c'était quand même décourageant. Puis je pense que j'avais pas porté plainte à ce moment-là parce que j'étais comme trop tannée. Fait que j'avais fait « OK, laisse faire ». OK. Est-ce que tu avais un peu résolu de juste vivre avec ça? Oui, totalement. Puis, à cette époque-là, c'était pas tellement souvent qu'ils m'écrivaient. C'était comme une fois, ou c'était comme 2-3 fois par... Après ça, il passait quelques mois sans m'écrire. Puis après, il me réécrivait. Fait que c'est terrible quand même, là, mais c'était moins souvent. OK. Si on parle du documentaire auquel tu as participé, comment Léa a entendu parler de ton histoire? Dans le fond... Et Guylaine. Oui, c'est ça, Guylaine. Je la connaissais pas, mais Léa, j'étais déjà familière avec son travail. Je la suivais sur les réseaux sociaux, puis j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Puis elle avait publié une story où elle disait vouloir parler à des gens qui avaient été victimes de cyberharcèlement. Moi, je ne savais pas qu'elle tournait un film là-dessus, là, évidemment. Puis j'avais dit, hey, moi, j'ai une histoire à te raconter. Puis j'avais raconté, un peu en détail toute l'histoire. Puis elle m'avait dit, il y a une de mes collègues qui va t'appeler. Tu sais, j'aimerais ça que tu participes à un projet de film. Mais moi, là, je me doutais pas que ça serait un gros film comme ça, là, qui serait super populaire, qui passerait au cinéma. Puis tout ça, là, tu sais, moi, j'étais comme... Je pensais que c'était un petit film relax, tu sais. Puis finalement, c'est en parlant avec la production, tout ça, avec Guylaine, que... ils ont dit, on aimerait ça que tu fasses partie du film, tu sais. Puis là, en connaissant plus sur le projet, moi, j'étais vraiment enchantée par l'idée, là. J'étais vraiment contente. Fait que j'ai fait ça avec plaisir, sincèrement, là. C'était vraiment une belle expérience, là. Est-ce que tu as eu peur des répercussions que ça aurait pu avoir sur toi? Est-ce que ça a eu des répercussions sur toi? Oui, ça a eu des grosses répercussions, mais j'étais consciente que c'était un risque. Ma famille, mettons ma mère, là, elle n'était pas super partante là, avec l'idée que je fasse le film. Elle, ça la stressait beaucoup. Elle me disait, t'es sûre que tu veux t'embarquer là-dedans? T'sais, ça va juste le faire fâcher plus. Puis, je savais que c'était un risque, mais en même temps... Moi, je suis tellement dans l'idée que je veux pas être juste une victime qui... Puis c'est bien correct si tu choisis de pas parler parce que tu veux pas de répercussions. Là, je juge pas ça du tout. Mais moi, j'étais vraiment dans l'idée que je voulais prendre le contrôle de mon histoire puis que je voulais m'en servir pour faire œuvre utile. Mm-hmm. Puis je trouve que toute l'équipe du documentaire, j'ai tellement été bien soutenue, j'ai tellement été bien accompagnée que j'ai pas... eu beaucoup de moments pendant le tournage ou pendant le projet où j'ai été stressée des répercussions parce que ça a tellement été mis de l'avant à quel point ce film-là allait faire du bien puis allait faire changer les choses que je me suis vraiment accrochée à ça. Puis ça, c'est vraiment grâce à l'équipe, là. Okay. Parce que j'aurais pas pu penser ça si j'avais pas eu cette équipe-là qui était soutenante, là. OK. Donc, parlons des répercussions que le documentaire a eues sur toi, parce que tu as dit qu'il y en a eu. Oui. Il y a eu des répercussions positives, là, on va le dire. Ouais. Le film a quand même été vu en salle énormément. Je m'en suis fait beaucoup, beaucoup parler. Moi, je pensais que ça serait juste comme ma famille, mes amis qui allaient écouter ça. Là, je pensais pas. Mais pas que je croyais pas au projet, là, mais quand tu fais un projet, on dirait que je sous-estimais un peu la portée que ça aurait.
tu sais, quand t'es victime, mettons, comme moi, c'est du cyberharcèlement, tu sais, ben, je connais personne qui a vécu la même chose que moi. Mais finalement, il y en a plein. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu connais personne qu'il y en a pas qui vivent ça aussi. Tu sais. Pourtant, tes amis ont vécu la même chose. Oui, mes amis d'université, évidemment, mais j'ai d'autres amis, mettons, mes autres amis qui n'ont pas gravité autour de ce gars-là, ils n'ont jamais vraiment. J'ai eu une amie qui a aussi vécu un peu, là, tu sais, mais à ce point-là, tu sais, il n'y a personne. Là, OK. Puis finalement, mon Dieu, le film a eu une super bonne couverture. Il y a plein de jeunes secondaires qui l'ont vu. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que je pense que ça passe par... Il y a un aspect au film qui est très tourné vers l'éducation, tu sais. Puis c'est les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux depuis toujours parce que nous, on n'est pas nés avec les réseaux sociaux. Tu sais, on a appris à s'en servir. Mais les jeunes pour qui ça fait partie de leur réalité depuis toujours, ben, ils ont besoin quand même de voir des exemples de dérapage pour comprendre l'impact que ça peut avoir, tu sais, sur une vie, de cyberharceler quelqu'un. Fait que ça, c'est l'aspect plus positif. C'est vraiment le fun. J'ai donné des... Tu sais, il y a des tonnes de jeunes dans les écoles secondaires qui ont vu le film, que j'ai pu aller les voir puis parler avec eux. Il y avait des séances de questions-réponses grâce à Cinécole, là, qui est un organisme qui projette des films pour les jeunes secondaires. En tout cas, c'était vraiment génial. Fait que ça, c'est l'aspect plus le fun. Puis, tu sais, ça m'a permis d'en parler même sur différents médias. Tu sais, au 98.5, à tout le monde en parle, tout ça. Tu sais, j'ai pu avoir une place pour parler un peu de mon histoire, mais surtout, c'est pas sur moi, mais c'est sur, tu sais, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le cyberharcèlement, tu sais. OK. Puis, dans le fond, l'aspect plus négatif, c'est que moi, mon harceleur avait arrêté de m'écrire à partir de à peu près la pandémie, là. Fait que, tu sais, peut-être 2020, genre, dans ces eaux-là, puis il m'avait pas réécrit. Puis quand le film est sorti, puis qu'il a fini par voir la bande-annonce, il m'a réécrit sur Facebook, encore une fois, en recommençant là, avec des faux comptes de façon très, très, très violente. Puis c'est les messages que j'ai eus qui sont à peu près... Ben, j'en ai eu des messages violents, là, mais c'est comme dans les plus violents que j'ai eus depuis le début. OK. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Oui, ben le premier, je m'en rappelle encore, c'était le soir de l'Halloween. C'était-tu le soir de l'Halloween? Je pense que oui. Puis mon chum était pas là à l'époque. Parce que, moi, entre-temps, bon, j'ai eu une maison. Tu sais, j'étais en couple, tout ça. J'avais pas encore ma fille à l'époque. Puis mon chum, il faisait des cours le soir, 2 soirs par semaine. Fait qu'il était pas à la maison. Puis j'avais reçu un message avec un gif, tu sais, comme animé, là, d'un gars avec un couteau plein de sang qui disait « Je t'ai vu... » Sur ton téléphone? Oui, « Je t'ai vu, je sais que t'es chez toi. Attention à qu'est-ce qui va t'arriver ce soir. Il pourrait t'arriver quelque chose et tout ça. » Là, j'ai vraiment pris panique. Moi, je suis toute seule le soir chez nous, tu sais. J'ai personne, il fait noir. Plus Halloween, c'est une soirée où est-ce qu'on ouvre les portes. Oui, c'est ça. Ben là, moi, j'étais allée donner des bonbons chez ma mère, je pense. Puis j'étais revenue chez nous après. Puis j'avais barré ma porte. Mais oui, il y a de la circulation dans le quartier, tu sais. Ça ajoute rien à l'histoire que c'était le soir de l'Halloween, mais c'est juste, je m'en rappelle parce que c'était ça, là. Puis je me souviens que j'avais vraiment eu peur. Puis là, je pleurais, puis j'avais appelé la police, puis tout ça. Puis ça, c'était vraiment intense. Puis par la suite, ben, il a écrit toutes sortes de messages là, de menaces envers ma fille, mettons, notamment, là, qui menace que ma fille meure, de tuer ma fille, de mettre des photos de ma fille sur des sites de pornographie juvénile, tu sais, des choses comme ça, là, qui sont, tu sais, plus... c'est ça. C'est vraiment alarmant. Oui, absolument. Ça c'est la partie... Tu sais, moi, quand ça me touchait, moi, c'était une chose, mais quand il s'en est pris à mes proches, ça a toujours été comme une coche de plus. Puis là, à ma fille, ben, tu sais, c'est sûr qu'il sait que s'il écrit des messages par rapport à ma fille, ça va m'atteindre, là. Je peux pas faire comme si ça m'inquiétait pas, là, tu sais. Wow. Oui, ça, c'est vraiment... Ça a été vraiment difficile. Est-ce que ça met une pression additionnelle sur la police de faire quelque chose? J'ai pas l'impression que oui. C'est triste à dire, mais c'est ça. Je pense que la police font leur travail parce que ultimement, ça a été très difficile de réouvrir un dossier avec la police de Terrebonne parce que j'habite
dans la Naudière maintenant, ça a été très difficile de refaire ce cheminement-là parce que la police collaborait plus ou moins au début. J'ai eu de l'aide de Léa. J'ai eu de l'aide de Patrick Lagacé qui a parlé de mon histoire dans la presse. Mais tu sais, ça, c'est parce que j'avais fait le film. C'est parce que j'avais des contacts, tu sais. Je pense que si j'avais juste été une madame qui n'a pas vraiment de contact médiatique puis j'étais allée faire une plainte à la police, je pense pas qu'il m'aurait pris au sérieux autant. Okay. Il travaille fort dans mon dossier. Je sais qu'il fait tout ce qu'il peut, mais je pense que ils sont quand même pas outillés pour enquêter autant qu'ils pourraient dans les dossiers de cyberviolence. T'sais. Puis cet homme-là qui me harcèle, c'est vraiment un misogyne très, très, très ancré dans des valeurs anti-femmes et tout ça. Et c'est quelqu'un qui déteste les femmes. Presque toutes ses victimes sont des femmes. Puis il fait beaucoup référence à des tragédies qui ont touché les femmes. Il parle souvent de Marc Lépine et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des obsessions par rapport à ça. Puis moi, ça, je trouve ça, tu sais, vraiment déplorable. Puis je trouve ça extrêmement inquiétant. La police, tu vois, cet aspect-là, je le sens qu'ils comprennent que c'est vraiment une personne qui est dangereuse, là, tu sais. Ça appuie beaucoup sur le dossier, sur le fait que c'est vraiment quelqu'un qui est instable. Là. Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est le après le film que j'ai vécu qui a été pas facile, tu sais. Puis qui continue encore aujourd'hui parce que mon dossier est toujours pas réglé, tu sais. À quand remonte le dernier message que tu as reçu de sa part? Ça fait quand même un moment, ça fait peut-être 6 mois à peu près. Mais ça a toujours été comme ça. Okay. Il peut m'écrire vraiment beaucoup, puis après ça, passer un moment. Mais il y a des autre phases. que des messages, il crée aussi des profils à mon nom sur des sites pornographiques de Facebook. Là. Facebook a comme des groupes pornographiques dédiés à certains kinks un peu spéciaux, là, mettons. Là, tout le monde a ses préférences sexuelles, c'est bien correct, mais c'est ça, lui, dans le fond. Il crée des profils qui donnent des messages pornographiques avec le lien vers mon profil Facebook à moi. Puis là, je reçois souvent des messages de monsieur, là, c'est toujours des messieurs, ou des photos, ou des trucs comme ça, des messages qui sont vraiment plus sexuels. Puis je sais que ça provient des forums, ben je dis des forums, mon Dieu, ça trahit mon âge, là, mais des groupes Facebook où les gens se parlent de certaines préférences sexuelles et tout ça. Là. Donc, ces gens-là s'attendent à ce que... Parce qu'ils pensent avoir eu des discussions avec moi, là, au niveau, tu sais, de préférences sexuelles et tout ça, là. Tu dois tellement avoir soif de justice. Oui, vraiment. Je ferais pas tout ça sinon. J'aurais pas fait le film, j'aurais pas... Tu sais, je ferais pas d'entrevue, je ferais pas de podcast, je ferais rien, là, tu sais. C'est parce que moi, mon but, c'est pas juste justice pour mon histoire à moi, là, c'est qu'il faut qu'il y en ait des dossiers de cyberviolence qui se règlent, puis qu'on entend parler de ces dossiers-là pour dire que c'est inacceptable, pour qu'on arrête. C'est absolument inacceptable. Parce que s'il n'y a jamais de conséquences, puis c'est super difficile d'enquêter là-dessus, puis que le message qui est envoyé, c'est que les victimes de cyberviolence n'ont pas ont pas d'aide tant que ça, puis que les cyberagresseurs n'ont pas de conséquences, ben ça va devenir banalisé. Puis... Je ne sais pas à quel point les lois sont développées quand ça vient au monde virtuel. Mais avec l'équipe du documentaire, on a fait une pétition sur stoplescyberviolences.com que tout le monde peut signer, qu'on a présenté à l'Assemblée nationale du Québec. C'est vraiment une belle expérience avec des députés de Québec solidaire, des libéraux, puis du Parti québécois. Donc, les 3 partis nous appuyaient. Puis c'était pour, justement... que les lois, premièrement, en matière de création de profils Facebook soient resserrées. Parce que moi, au final, là, mon agresseur, la raison pourquoi il peut faire tout ça, c'est qu'il peut se créer 60 profils Facebook différents. Puis c'est toutes pas des vraies personnes, là. Puis il n'y a pas de limite. Parce que Facebook ne vérifie pas l'identité des personnes qui se cachent derrière les profils. Puis je comprends que c'est coûteux, mais il y a certains pays qui le font, là, qui ont ces réglementations-là. Mais ça serait important là, que
une personne ne puisse pas avoir plus d'un profil Facebook. Tu n'es pas obligé d'avoir ton vrai nom si tu veux garder ta vie privée et avoir un faux nom. Je sais que ça existe, notamment en enseignement. Il y en a beaucoup là, qui n'ont pas leur vrai nom là, parce qu'ils ne veulent pas se faire chercher par des parents, tout ça. Mais tu devrais pas avoir le droit de te créer comme 75 profils Facebook à partir d'un seul ordi. Là. Ouais. Ça. Puis aussi pour donner des formations aux policiers pour qu'ils accueillent mieux les victimes de cyberviolence, pour qu'ils comprennent les enjeux de ces crimes-là. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été radiées de Twitter, maintenant X, mais Twitter dans le temps. Peut-être Facebook aussi. Oui, c'est sûr que oui. Tu peux te faire bannir, ça, c'est sûr. Mais il me semble que quelqu'un qui a été reconnu coupable... c'est que tu peux te faire bannir, mais tu peux pas empêcher la personne qu'elle se crée un autre compte Facebook avec une autre adresse courriel, par exemple. Tu comprends? Donc, tu pourrais ultimement te faire bannir, mais te créer une 2e, 3e, 4e adresse courriel puis aller t'ouvrir des comptes Facebook. Il faudrait comme que ça parte de l'ordinateur même, de l'adresse IP, mais là, ça, c'est des technicalités qui sont un peu complexes, là. Ouais. Mais, ça pourrait être aussi de demander, une identification spécifique de la personne pour être sûr que c'est seulement son compte à elle. Puis il y a aussi un aspect, mettons, de mon dossier là, qui est vraiment sur lequel il faudrait avoir du contrôle. Là, c'est que moi, dans le fond, une des raisons pourquoi mon dossier est compliqué, c'est que mon agresseur il utilise, des faux comptes, mais il utilise aussi un VPN. Là, je sais que les VPN, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour, notamment écouter Netflix des États-Unis, mettons, là, sur leur ordi. C'est bien beau. Si ces gens-là veulent utiliser un VPN pour ça, c'est correct. C'est juste que, moi, dans mon cas, mon agresseur sur VPN, il détourne le pays de provenance de son ordinateur. Donc, la police, quand il cherche son adresse IP, il découvre, mettons, telle personne, c'est une personne elle utilise un VPN. Puis c'est comme si son adresse IP était en Belgique. On sait très bien que c'est pas ça parce qu'il y a un VPN. On sait que son adresse est détournée. Puis les VPN ne gardent pas de registre d'activité de leurs clients. Donc, quand la police demande au VPN, par exemple, un compte rendu, eux autres, ils s'en lavent les mains. Là. Ils sont comme, nous, on ne tient pas de registre de nos clients. Fait qu'on ne sait pas quelles activités nos clients font. Donc, ça veut dire que si un client fait une activité criminelle avec son VPN, puisque dans mon cas, c'est ça, le VPN n'a pas de compte à rendre. La compagnie VPN n'a pas de compte à rendre. T'sais. Ça, là, pour moi, c'est une aberration. Là, t'sais. Je comprends pas que quelqu'un peut faire des activités criminelles avec eux. On parle pas d'écouter un Netflix d'un autre pays. Là. Je comprends pas que quelqu'un peut faire une activité criminelle en utilisant un VPN puis qu'on peut pas aller chercher ces informations là, auprès de cette... Ça veut pas dire que la police a pas d'autres façons d'enquêter. Là. C'est juste un exemple de comment ça pourrait être plus simple d'arriver à lui. Puis ça l'est pas parce qu'il y a ces données-là qui sont protégées par la compagnie. T'sais. Je dis ça avec énormément de respect envers la police, mais je trouve ça un peu humiliant pour eux qu'ils se font déjouer par une personne qu'ils ont déjà identifiée. Mais ça, malheureusement, c'est un peu ça dans certains cas. Je pense que la police, ils font tout ce qu'ils peuvent. T'sais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus forts que le système et qui comprennent comment pas se faire pogner dans la vie? Oui, il y en a dans toutes les sortes de crimes. Puis c'est pas nouveau là, qu'il y a des gens qui arrivent à... Je veux dire, le true crime, c'est à la mode, puis c'est que basé sur des enquêtes policières qui ont pas donné de résultats. Ou, c'est complexe, le métier d'enquêteur. Puis c'est dur parce que c'est souvent eux qu'on accuse, puis tout ça. Je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Je pense que des petits corps de police comme moi, que c'est le service de police de la ville de Terrebonne, ont moins de moyens que de la SQ ou le SPVM ou la GRC. Ça, c'est très clair pour moi. Ils font vraiment le maximum, mais ils pourraient vraiment faire plus s'ils étaient mieux outillés, t'sais. Puis, il y a des aspects qui appartiennent pas à la police, comme là, l'histoire du VPN, c'est une question de loi, c'est une question des attentes qu'on a face à ces sites Internet-là qui sont des gros joueurs.
Tu sais, Facebook, là, c'est un très bon exemple. Ben, c'est... Tu sais, puis dans le film, il y a Donna Zuckerberg qui parle, qui est la sœur de Mark Zuckerberg, qui est la sœur du créateur de Facebook, qui parle de la sécurité en ligne et tout ça. Là. Il y a un segment du documentaire qui parle de ça. Puis c'est sûr qu'eux, ils disent que ça les préoccupe, là, puis qu'ils trouvent ça vraiment important qu'il y ait personne qui se fasse cyberharceler, là, mais j'y crois pas. Là. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en lavent les mains. Fait que ouais. Mais tu sais, je sais que pour la police, c'est pas facile de pas pouvoir régler des dossiers à cause de ça. Mais tu sais, moi, je reste une victime, puis ça reste que ma sécurité est mise en danger à tous les jours. Depuis combien d'années, là? Ça fait 10 ans. 10 ans? Ouais. Une décennie? Ouais. Est-ce que tu as peur que ça aille plus loin? Ouais, j'ai souvent eu peur pour ma sécurité. Puis, tu sais, je mentirais si je disais que j'ai pas peur du tout. Surtout depuis que j'ai un enfant. C'est sûr que j'ai plus peur qu'avant. Puis, ça m'arrive de sortir de chez nous le soir, mettons, puis de regarder autour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de caché. Tu sais, j'ai souvent, tu sais, j'essaye que ma maison elle soit le plus sécuritaire possible, de barrer toutes mes portes, d'avoir des caméras, des trucs comme ça. Mais tu sais, au final, une caméra, c'est pas ça qui va empêcher quelqu'un qui veut vraiment te faire du mal de venir. C'est possible aussi qu'à un moment donné, ça soit la goutte qui fasse déborder le vase pour lui, puis qu'il aille ce matin-là une envie de me faire du mal, puis que ça soit cette journée-là qu'il a choisi aussi, là, tu sais. Puis à ce moment-là, c'est important d'en parler parce que c'est ça, être une victime de quelqu'un qui est encore en liberté. C'est de toujours se demander s'il va t'arriver quelque chose, tu sais. Puis ça, c'est une liberté que les gens qui ont jamais, puis tant mieux que les gens qui ont jamais vécu ça, ont, que moi, tu sais, je reprendrai jamais pour acquis cette liberté-là d'avoir l'esprit tranquille, là. Même si je sais que toutes les femmes ont déjà marché le soir dans une rue puis ont eu peur, tu sais, je veux dire, quand on est une femme, c'est un sentiment qu'on connaît, là. Non, mais je vois que dans ton cas, il y a une personne concrète de qui tu te méfies. C'est plus qu'un concept. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites comment tu souhaites que cette histoire se conclue? Bien, je souhaite que l'enquête soit conclue par une accusation, puis qu'on puisse aller en cour, puis que cette personne-là ait les conséquences de ses actes déterminés par un juge, là. C'est ce que je veux. Tu sais, moi, ultimement, je veux que la personne qui a fait le crime paie pour ses actes. Est-ce que tu sais c'est quoi la peine qui l'attend s'il est reconnu coupable? Non, c'est ça. Ça dépend du juge, ça. Puis, tu sais, s'il était non criminellement responsable à son premier dossier, est-ce que ça va encore être le cas? Est-ce que lui, il va avoir un avocat qui va plaider? Tu sais, ça, c'est des données qu'on n'a jamais avant la toute dernière minute, là, quand c'est le temps du procès. Ben là, la personne, elle a son plan de match à elle, là, en tant qu'accusée, là. OK. Fait qu'on verra à ce moment-là si ça arrive, là. OK. Puis ultimement, je souhaite que le film continue de faire du chemin, qu'il y ait des gens qui continuent de le voir, puis que ça sensibilise plus de gens, tu sais. Est-ce que tu as un ou des messages pour les victimes d'harcèlement comme toi? Ben oui, moi je dirais restez pas avec ce secret-là, tu sais, parlez-en le plus possible. Si vous en sentez capable, allez faire une plainte, tu sais, à la police. Puis, tu sais, c'est sûr que les plus jeunes, tu sais, l'école, c'est l'endroit, là, je prêche pour ma paroisse, parce que je suis enseignante, là, mais tu sais, l'école, c'est l'endroit tout indiqué pour parler de ce genre d'enjeu-là. Même si vous n'avez pas l'impression que vous allez être écouté, il va toujours avoir quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance, qui va pouvoir vous écouter. Puis, tu sais, plus il va y avoir de gens qui vont dénoncer ça, plus ça va cesser. Puis on l'a vu avec, par exemple, l'ère du hashtag MeToo, avec les dénonciations d'agression, collectivement, on a pu
s'éveiller sur c'était quoi les impacts d'une agression sexuelle chez une femme ou une victime. Donc, tu sais, je pense qu'avec le cyberharcèlement, mais le harcèlement en général, si on le dénonce puis on en parle, on va pouvoir comprendre les impacts que ça a sur les victimes, tu sais. Est-ce que il y a des filles ou des gars même qui t'écrivent des fois pour savoir comment tu vas suite à avoir vu le documentaire ou qui connaissent ton histoire? Oui, j'ai reçu beaucoup de messages de gens tu sais, que j'ai connus, même des superviseurs de stage à l'université. J'ai reçu des messages de gens que j'avais pas vus depuis des années qui ont vu le film, puis des gens qui m'ont écrit, là, tu sais, quand je suis passée dans les médias, il y a des gens qui m'ont écrit, tu sais, vraiment beaucoup pour me dire qu'ils avaient aimé le film. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, ma fille a vécu ça, moi-même j'ai vécu ça, tout ça, des hommes et des femmes. » Là, c'est sûr que le film, c'est sur la misogynie en ligne, donc on parle de femmes qui sont victimes, mais il y a des hommes aussi, là, tu sais. Puis quand j'ai fait mes moments dans les écoles où je suis allée pour faire des questions-réponses, comme des espèces de conférences et tout ça, c'était vraiment magique parce que j'ai des tonnes de jeunes qui sont venus me parler après pour me dire comment ils avaient aimé ça. Puis des jeunes qui avaient vécu la même chose, là, j'en ai vu plein, là, tu sais. Fait que ça, c'est toujours touchant, puis c'est toujours le fun de pouvoir partager avec ces jeunes-là, là. C'est très enrichissant. Avant qu'on se laisse, j'aimerais savoir comment tu vas aujourd'hui, malgré ce que tu as vécu, ce que tu continues encore de vivre d'une certaine manière. Parce que tu es en relation, tu es maman, tu travailles, donc tout semble bien aller, puis j'espère que tu vas super bien, mais est-ce que tu vas bien? Oui, vraiment. Tu sais, malgré tout, pour moi, le quotidien continue. Tu sais, j'ai ma vie, j'ai mon travail, tu sais, ma famille et tout ça, puis ça va bien. Justement, le film, ça m'a beaucoup permis de un peu faire la paix avec mon histoire, puis de, tu sais, me libérer, vraiment, comme déployer mes ailes, un peu, là, super quétaine, comme vision, là, mais tu sais, c'est un peu ça. Puis de reprendre le contrôle sur ma vie. Puis moi, j'ai de la chance parce que j'ai jamais été une personne tellement anxieuse, tellement angoissée, tu sais. Fait que je pense que dans ma personnalité, j'ai été capable de prendre un peu le dessus sur mes affaires, même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas de moments difficiles. Mais non, ça va super bien. Puis je suis vraiment emballée là, de travailler, de faire des projets, tout ça, puis de me tenir informée sur le développement dans mon histoire aussi, là, parce que je continue d'être en contact avec la police, heureusement. Là. OK. Fait que c'est sûr que il y a des moments où je suis plus fatiguée là, de ce combat-là, mais ultimement, ça m'habite pas à tous les jours, tous les matins que je me lève et tout ça. OK. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Ben moi, je suis contente de le dire parce que j'espère que s'il y a des victimes d'harcèlement qui écoutent, ils vont quand même enregistrer aussi cette partie-là. Tu sais, c'est quand même important de comprendre cette partie-là, que la vie continue puis qu'il y a moyen d'avancer malgré tout. Tu sais. Je trouve ça vraiment remarquable que tu as été capable de le faire puis que tu continues de le faire. Même s'il n'y a pas vraiment de conclusion, de résolution encore. Mais je souhaite... je souhaite que bientôt tu m'envoies un message pour me dire qu'il s'est passé quelque chose puis que il est en prison, il a été arrêté puis que c'est fini tout ce cauchemar-là. Je le souhaite vraiment. Ah, merci. Moi aussi. J'espère que ça va arriver puis on verra. Mais c'est sûr que ultimement, je regretterai pas d'avoir fait tout ce cheminement-là. Ça, c'est sûr. T'sais. OK. Mais ça se peut que s'il arrive rien, je vais être extrêmement déçue. Mais tu sais... Je garde quand même espoir que il va faire une erreur à quelque part. C'est pas quelqu'un, il est pas infaillible, c'est pas un super humain, un super héros. Il va faire une erreur à quelque part. Puis espérons-le. Puis de toute façon, je veux dire, j'ai confiance en la police, puis j'ai confiance en mon enquêteur pour continuer de mener le dossier puis travailler fort. Puis pour le reste, moi, je continue mon militantisme à ce niveau-là.
Puis c'est comme ça que je fais œuvre utile. Puis ça c'est tout aussi important, à mes yeux, que le règlement de mon dossier. C'est que la fermeture de mon dossier d'une façon positive. T'sais. Très bien dit. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Nadine. À bientôt. Merci.